L'histoire du pays cathare nous plonge au cœur du Moyen-Âge. Une période riche et encore pleine de mystères. Jean-Louis est historien et avec lui, je grimpe vers le dernier village des Cathares que certains honorent encore aujourd'hui. Nous allons contourner la stèle. D'accord. Nous serons un petit peu en contrebas. Alors cette stèle, on y trouve souvent des fleurs, des tas de choses. Cette stèle a été érigée en l'honneur des Cathares, ces chrétiens du XIIIe siècle considérés par les catholiques comme des hérétiques. Les Cathares ne croyaient pas dans la résurrection de la chair, ni dans le purgatoire, ni dans le jugement dernier. Et ce monde visible n'était finalement qu'une apparence qui était liée au temps. Le royaume de Dieu n'était pas de ce monde. Ces hérétiques étaient les premiers chrétiens à avoir remis en cause la suprématie de l'Église de Rome. Pour le moment, ça va bien. Je me lance donc sur les traces de ces Cathares du sud-ouest de la France, appelés aussi bonshommes. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment, en le regardant dans les yeux des autres. Ma rencontre avec les Cathares commence sur le pic rocheux de Montségur, l'ultime refuge des hérétiques fuyant les persécutions. On s'approche du sommet du pic. Au temps des Cathares, on était déjà à l'intérieur du castrum, c'est-à-dire du village fortifié. D'accord. Voilà, là on est un peu sur de la pente, de droite vers la gauche. Là je fais une petite pause, parce que je viens de trouver un truc du Moyen-Âge. Sur les vestiges de cet ancien village, il suffit parfois de se baisser pour trouver des traces des hérétiques. Donc je te mets dans la main. C'est céramique ? Ouais, c'est une céramique grise. À mon avis, elle doit être plutôt du XIIe siècle, donc au fin XIIe. Donc c'est l'époque où ici les Cathares sont installés. Voilà, on la mettra Dans le trésor. dans le trésor. Voilà, on redescend un tout petit peu. On marche à flanc. Le chemin est creusé dans le roc. Au bout du chemin se trouve le cœur du village cathare. Fabrice nous y attend. Il est le gardien des lieux. Voilà. Bonjour, alors c'est vous l'archéologue. Maître Fabrice. Bon, maître, c'est mes grands mots. Hein. Bonjour maître Bonjour, Fabrice, voilà. ici maîtresse Sophie. Eh bien, enchanté. Vous savez, maître, c'est un bien grand mot, encore une fois. Je voulais qu'on soit sur un pied d'égalité. Si vous êtes maître, je suis maîtresse. Ah ben oui. C'est obligatoire. On rentre ? Oui. Allez, Parce qu'apparemment vous avez des choses choses à me montrer. Allez. Allez, allons-y. Le village refuge de Montségur était perché à 1207 mètres d'altitude. De quoi dissuader les assaillants. Et là, on est près de maisons qui, au bord du vide, ont été le village où les Cathares ont vécu. Quand vous me dites on voit des maisons, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste les bases des murs, des marches d'escalier. Il y avait là 400 habitants à peu près. Et dans ces villages fortifiés, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît. Et si la dame du Seigneur devient religieuse chez elle, religieuse cathare, eh bien sa voisine, la femme du paysan, de l'artisan et du commerçant le seront à leur tour. L'hérésie cathare est rentrée ainsi par la classe nobiliaire. Et c'est comme ça que dans le Languedoc, elle a touché toutes les catégories sociales. Dans ces ruines du XIIIe siècle, les archéologues ont retrouvé des traces de la vie quotidienne des Cathares. Nous avons quelques objets assez typiques de Montségur. Bah écoute, je vais t'en passer un déjà. Ceci, ça a appartenu certainement à des femmes cathares. Ouais. Et Ça ressemble un oui. peu à une bague. Ah écoute, tu n'étais pas très loin. Mais ce n'était pas tout à fait une bague, en fait, c'était des dés à coudre. Ah, mais il manque le... Certains dés n'avaient pas le bout comme ça, fermé. Donc il n'est pas abîmé là, c'est l'objet Voilà, original. c'est Moi je l'objet pensais original. qu'il lui manquait le... Voilà. Et alors ça a été trouvé sur une des terrasses cathares. Et ça a appartenu certainement à l'une de ces femmes qui ont occupé cette montagne à l'époque cathare de 1204 à 1244. Oh là Voilà. là, ça a traversé les siècles. Moi, Oui. ça m'émeut toujours beaucoup, ce genre d'objets, genre de vieilles pierres, etc. Je trouve ça formidable de sentir un peu l'histoire dans le creux de nos mains, quoi. Absolument. C'est là où le passé touche vraiment le présent. Ah oui.
Allez, je vais t'en faire découvrir, mais alors beaucoup plus facile. Je te mets la pression là. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, si je trouve... Ah, une clé. Oui. Oui, ça va. Voilà, c'est une clé, alors de coffre, probablement de coffre, puisque c'est vrai que dans ces maisons aujourd'hui malheureusement rasées, on sait que il y avait très peu de meubles. Sachant qu'au Moyen-Âge, les seuls meubles qu'ils avaient, c'était généralement de simples coffres dans lesquels ils mettaient à la fois leurs parures, leurs vêtements, et parfois même tout simplement la nourriture, et puis ces coffres pouvaient servir de banc. Voilà. Donc en fait, ce sont des objets un peu, c'est vrai, un peu particuliers, mais qui retracent, d'après moi, c'est bien la vie des femmes sur ce site au XIIIe siècle. Ces derniers cathares, réfugiés à Montségur, y vivaient en paix avec les catholiques jusqu'en 1244, date à laquelle l'Église de Rome et le roi ont décidé d'éliminer ces irréductibles. Alors dans ce village, il y avait 400 personnes qui vivaient, 220 ont été brûlées, les autres? Les survivants ont été interrogés par l'inquisiteur de Carcassonne, frère Ferrer, et nous avons heureusement conservé 19 dépositions de survivants qui vivaient aussi dans ce On village. peut aller faire un petit tour à Carcassonne, on va remercier Fabrice, parce que je ne suis pas sûre que vous veniez avec nous. Fabrice, c'est vraiment le gardien de ces lieux, l'âme de ce site. C'est ça, c'est l'âme du Charmé. site. L'âme de ce site. Merci beaucoup. Pongo, tu restes ici ou tu viens à Carcassonne? Allez, Pongo à Pongo. Carcassonne. Située au cœur du pays cathare, la plus grande cité médiévale d'Europe abritait de nombreux hérétiques. Elle a été une des cibles de la croisade des Albigeois et le siège du tribunal de l'Inquisition qui lui a succédé. Donc nous voici face à un gisant qui pourrait parfaitement illustrer les chevaliers croisés D'accord. qui ont été envoyés par le pape Innocent III en 1209 et qui pendant 20 ans ont conquis cette terre. On a brûlé ainsi des milliers d'hérétiques. C'est alors qu'on a créé l'Inquisition. D'accord. Et oui, Là- pour terminer le travail en gros. Pour hein. terminer le travail, parce que la croisade n'a eu que des résultats militaires et politiques. D'accord. Les bons hommes, les bons chrétiens, les bonnes femmes, eh bien, étaient encore vivants dans la clandestinité, notamment à Montségur. Alors là, notre chevalier, il a quelque chose sur le visage. Il a un camail. Un casque. Un camail. Le casque, on le mettra dessus. Pour le moment, il est protégé par une cotte de maille D'accord. sous laquelle il y avait un petit bonnet. Je vais passer le premier. Voilà, on va s'arrêter à la fenêtre. Top. Et donc ici, Alors là, on a vu sur la tour de là, l'Inquisition. on a un grand espace devant nous avec la tour de l'inquisiteur. On y mettait les archives. Derrière, il y avait le palais épiscopal, une tour dite de l'Inquisition où il y a des cachots, et qui était la prison de l'évêque. Et si on mentait à l'inquisiteur, on pouvait s'en sortir ou il y avait d'autres façons des témoins à charge? On ment à l'inquisiteur, on cache, mais l'inquisiteur, il peut vérifier parce que lui, il a des livres. Et donc, les livres permettaient aux inquisiteurs de recouper les témoignages et les confessions, en fait. Hein. Et si on mentait, on le savait de suite. Il fallait tout dire. Bon, on va voir la tour? Allez, on y va. C'est dans cette tour que l'inquisiteur, un représentant religieux du pape, jugeait les hérétiques. Voilà, on va s'asseoir à l'endroit où l'inquisiteur s'asseyait. Oula, place peu enviable. hein. Oh, il valait mieux être à sa place que dans celle de ceux qu'il condamnait. Oui, au fond, on était quand même dans la peau d'un délateur si on était inquisiteur, non? L'inquisiteur, lui, il croit faire le travail de Dieu. Et il pense exercer la justice divine. Mais l'Inquisition, c'est un système qui repose entièrement sur la délation quand même, non? La confession obligatoire et la délation systématisée. Il fallait que les enfants dénoncent leurs parents, le voisin sa voisine, le mari sa femme, le frère sa sœur. Et puis ensuite, on était condamné à une pénitence juste. Et on disait quoi, par exemple, comme délation? Qu'est-ce que je pouvais dire de mon voisin si je voulais le dénoncer? On pouvait dire, la voisine, Guilhelme, elle a reçu des hérétiques chez elle, elle leur a donné du pain et du vin. Ah oui, le pain et le vin. C'était donc un motif de condamnation, de partager ça. C'était un motif de condamnation. Et l'inquisiteur assis à notre place pouvait voir les bûchers qui avaient lieu en contrebas de la cité, au bord de l'Aude. Partager du pain avec les bons hommes pouvait donc conduire au bûcher pendant l'Inquisition. Ce pain des hérétiques, je vais le goûter avec Roland. Il utilise des techniques d'antan pour fabriquer ce qu'il appelle le principe de vie.
Roland, vous êtes par ici? Oui, Ah, bah j'étais pas loin. bonjour Sophie. Alors, c'est votre moulin là que je vois, le mur là, c'est ça? Et oui, donc ce que je vous propose, c'est de vous le faire un petit peu découvrir. Ah, mais avec Voilà. plaisir. Cette merveilleuse machine. Et il est grand? On peut faire un peu le tour? Alors, on va rend faire pas un petit compte. peu le tour. La première chose à voir, c'est de comprendre bien qu'il est, bien sûr, il est cylindrique. D'accord, c'est Donc, voilà les pierres du moulin. Si on s'avance, clac, 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 que on est sur quelque chose qui est circulaire. Et c'est haut? Voilà. Alors là, eh bien, il va faire 7 mètres de haut à peu près. Ah oui. D'accord. Et on va au milieu là, Ah, ici. D'accord. Voilà, on va voir. Donc là, voilà un barreau d'une aile, Ouais. un autre, d'accord, un autre. Et alors ça tourne? Là, et là, on a l'âme de l'aile. D'accord. L'âme, c'est le centre? Le centre, la grosse poutre, d'accord. D'accord. Et de l'autre côté de l'aile, on repart avec les mêmes barreaux qui la traversent. Alors ces ailes, il faut imaginer que des barreaux comme ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et ça 9, tourne, 10, ça peut tourner 11, très 12. vite? Ça peut tourner, disons qu'une bonne vitesse, c'est à peu près 24 tours minute. Alors, mais vous êtes ça meunier ou prend vous êtes boulanger ou les deux? un peu tout. Et Roland maîtrise toute la chaîne de production, puisqu'il sème et récolte son propre blé. Un blé dont l'origine remonte au néolithique. Et voilà, on est dans le moulin, dans lequel la première chose qui va frapper, c'est la fraîcheur. Exact. Alors vous voulez retrouver la tradition du pain, c'est ça? Moi, je cherche un certain pain originel, on va dire, le pain des origines, ou en tout cas, le pain qui a été transmis par les hommes dans la totale symbiose avec la nature. Voilà. Vous montrez les graines? Alors voilà, mais avant de toucher les graines, ce qui est intéressant, Oui, les épis. c'est de toucher un petit peu les épis. Alors l'épi, quand même, ça doit vous parler, il y a quelque chose qui doit vous interpeller. Je pense, c'est que si on touche un épi, il est tout petit. Oui, Hein? il est très fin. Il est très très fin. Donc ça, c'est un blé absolument extraordinaire. C'est le premier blé que l'homme a domestiqué. Et quand on le met dans les meules, on entend gronder les meubles, on les entend ronronner, mais avec un bruit assez faible. Alors bien sûr, ça va nous donner une farine qui est extrêmement fine. Voilà. Bon bah génial. Vous me montrez comment on fait le pain avec toutes ces farines? Eh bien, avec grand plaisir, on y va. C'est peut-être pas ici, j'imagine. Non, ça, C'est pas dans le moulin. Alors je vous suis, je me permets de vous prendre le bras? On y va. On prend le bâton du meunier et on y va. Le bâton du meunier. Le bâton du meunier. On descend. Là. Évidemment. Eh oui, il y a pas de mystère. Tout ce volume-là, Oui, là, qui part comme ça, oui, qui tourne là, oui. d'accord. C'est le four, ça, Tout qui ce est chaud. volume, c'est le four. Donc, on continue, le four, il continue Il là. va jusque là, D'accord. Là. Et là, hop, on rencontre, assez chaud, mais on peut la toucher. Oui, on peut la toucher. Une grosse porte en fonte. C'est dans cette porte, derrière ça, avec la poignée qui est là, c'est là qu'il y a eu le feu. D'accord. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, il y a eu un feu. Et le feu a chauffé tout l'intérieur du four. Comment ça se passe? Voilà. Hop. Voilà. Ah, il fait chaud là. Hein? Et là, Ah oui. là, on peut se rendre compte, un petit peu, là. C'est ça. On appelle ça l'enfer. Viens mon chien, on va Ça faire un hot dog. Ça porte bien son nom. C'est ça. Ça s'appelle l'enfer. Et d'ailleurs, les outils du boulanger qui travaillent là, on va pas se salir les mêmes, mais regardez, c'est une pique comme ça, voilà, pour pousser le bois, avec 2 pics pointus. Ça ressemble un peu à la fourche du diable. Hein. C'est très sensuel sensuel. comme matière. J'allais dire sensoriel, vous dites Ouais, sensuel, c'est sensuel, moi, encore, je dirais. Carrément, c'est on assume. encore plus vrai, on assume, on assume. Le four est assez chaud. Il faut rapidement enfourner tous les pains. Du fleurage, et hop, hop, doucement, hop, voilà, on fleure la plage. Très bien, impeccable. Soulevez. Et tous les jours, Roland reproduit le même rituel. Et on va faire basculer. Ah bah oui, tout simplement. sur la plage. Tac. On grigne le pain. ok Le grigne. On le grigne. Et sinon, il lève moins, hein, c'est ça? Et voilà, sinon il serait comme s'il avait une camisole autour de lui, il ne pourrait pas lever. Et on va enfourner le pain. Oh, c'est génial. Hop, elle rentre là. Ah, mais il et est quand immense, il est ce dedans, four. on tire d'un coup. Attention, 1, 2, 3. Hop là. C'est qu'on va se mettre là. Hop. Et après 30 minutes de cuisson, Et là, l'alchimiste opère, il va ressortir le principe de vie qui est là. Hop, hop, on demande au pain s'il veut bien monter sur la pelle. Hop, voilà, et on repose sur le bord. Voilà, bon, il faut que je sois à droite avant que je mette tout par terre. Et attention, parce que c'est quand même un peu chaud, hein, c'est un peu le Oui. point délicat. Il est là le pain, hein, donc il est un petit peu chaud. Ouais, il est chaud, mais ça va. Alors attention, on arrive à le mettre sur le côté, comme ça, et avec on tape dessus. Le point fermé, là? Voilà. Et ça sonne bien creux,
Ça fait tambour, donc le pain est cuit. Voilà, hop. Et là, on revient. Ah, ça y est, je les entends. Ils chantent? Ah oui, ils chantent. Et oui, ils chantent. Ils sont contents. C'est un petit peu comme si c'était des petits craquements de feu de bois, mais en plus fin. Vous aimez les écouter, vous, comme ça, Ah, quand ils j'adore. chantent? C'est vrai? J'adore. Quand on voit que la nature nous donne ça, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour faire mieux que ça. Hein? On va attendre qu'il refroidisse et puis on va le grignoter. Ah ben oui. Et puis on peut déjà entendre les croûtes qui ont commencé à se... Voilà. Alors, on va déguster ce pain dehors. Et voilà. Roland a invité Olivier, un ami historien, à partager le pain des hérétiques. Vous seriez pas un peu gourmand, non? Parce que vous avez dû voir la corbeille de pain, je suis sûre, c'est pour ça que vous êtes là. Je l'ai précédé au flair, la Ouais, corbeille. c'est ça. Oui. Bon, allez, je vais couper une petite tranche. Ouh là là, pourquoi je me suis aventurée à vouloir le couper? Qu'est-ce qui m'a pris? Et là, hop, ça attention les doigts. Voilà, tiens. Allez, On partage, hein? allez, on C'est des rend le grandes pain. tartines. Ouais. Sophie nous rend le pain. Allez, cadeau. Merci. Je vois que vous n'avez pas fait le signe de croix avant de le couper quand même. Pourquoi vous me parlez du signe de croix? Dans la notion catholique, qui est vivace évidemment au Moyen-Âge, le pain, c'est le pain de la scène, donc c'est le corps du Christ. Oui, la fameuse transubstantiation. Voilà. Et donc c'est dans l'idée qu'on mange le corps du Christ quand même. Donc c'est pas rien. Les cathares, non. Enfin, au contraire. Pour eux, c'est pas le corps du Christ, donc du coup, ils n'ont pas besoin de le bénir, c'est ça? Enfin, de faire le signe de croix. Ben, de toute façon, le signe de croix et les cathares, ça fait deux. Voilà. Ils ont décrété une bonne fois pour toutes que c'était l'instrument du supplice de Jésus. Mais en même temps... Je devais être cathare, alors c'est pour ça que je n'ai pas ça coupé doit le être pain. ça, Dans ouais, une vie ça doit antérieure. être ça, ouais. Mais en même temps, c'est des gens qui très rapidement sont traqués, persécutés. Alors, des gens comme nous, qui partageraient le pain sans faire le signe de croix, comme tu l'as fait, seraient tout de suite suspects. Parce que systématiquement, eh oui, alors, ils avaient des trucs pour ça. On peut, eh ben oui, on fait la moitié d'un signe de croix. Voilà l'ambiance dans laquelle on se trouve aussi dans paisible, ce monde-là. C'était rude, oui, c'était rude. Et on offrait volontiers du pain aux cathares qui étaient des gens en mouvement, puisqu'il fallait porter la bonne parole de village en village, parce que le pain, ça se transporte. Le pain et le vin. Le vin, tu le mets dans la gourde, il va pas se perdre. D'abord parce qu'il n'a pas le temps. Le vin, les cathares le partageaient avec tout le monde, y compris les catholiques. Et moi, je vais le partager avec Pascal, vigneron de père en fils. Il cultive ses vignes selon des méthodes ancestrales. Pascal, Oui, c'est Ah. par ici, Sophie, c'est par ici. je vous ai trouvé. Ah oui, oh, mais va. peut-être Clid pour aller dans la voiture. Hein? Non, laissez-le. Non. Vous avez un chien? Oui, ah ben, Clid, Bonjour. ça s'invente pas. Bonjour, Non, ça bienvenue. s'invente pas. Merci. Bienvenue dans notre petit Minervois. Alors, on est dans le Minervois. Voilà, c'est le Minervois, et, enfin le haut Minervois, c'est-à-dire le Causse, là où il y a les cailloux blancs qui éblouissent, qui renvoient la lumière. Là, autour de moi, il y a beaucoup de vignes. Alors autour de vous, non, il y a un petit carré d'un petit hectare de vignes bien drues, bien droites à l'ancienne, sans fil de fer, sans tous ces artifices consommateurs de carbone. Non. Vous touchez? Ouais. Ouais, c'en est où là? C'en est en fleurs? Alors, C'est on la va aller saison sur la de quoi? gauche, là. Sur Ok. la gauche, À là. gauche, mon chien, viens. Voilà. Voilà, là, on a ces pieds de vigne qui sont plantés sur Oh, une... c'est haut, 1 mètre à peu près. Oui, Presque, oui, mais ça pousse ça arrive beaucoup à la plus. taille. Ça vous dépassera. D'accord. En mois d'août, ça sera magnifique, ça vous dépassera. Et alors vous touchez... C'est ça qu'on appelle les sarments? Non, alors ça Non, c'est les c'est quoi, vrilles. Les vrilles, d'accord. C'est vrilles, parce que la vigne est une liane. D'accord, Et dans son histoire, elle a eu l'habitude de s'accrocher aux arbres dans les forêts, à l'état sauvage. d'accord. Et c'est avec ça qu'elle Que ça s'accroche. s'accroche et qu'elle monte très très haut. Et alors la grappe, ce sera là par exemple où il y a une petite fleur. Descendez un petit peu, Non, vous c'est allez bas. la trouver. Voilà, ça y est, vous y êtes. Ça, d'accord. Voilà, Ah alors, oui, d'accord, je vois, il y a déjà des tout petits bouts. alors chaud. ce sont des boutons. Il y a des centaines de D'accord. boutons qui deviendront des petites fleurs. Les petites fleurs, on espère, deviendront des raisins. Bon, moi j'en ai assez parlé du vin Oui. là, j'ai soif. On va le goûter? S'il en reste, oui. C'est dans la cave à vin de Pascal que nous allons déguster, avec modération, le grenache qui pousse ici depuis des siècles. Goûtons
le petit raisin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, voyons. Comment on fait? Mais on va prendre directement dans la barrique, non? Eh bien, ça s'appelle un larron. Un larron. Voilà un mot moyenâgeux. D'accord. Et ce larron va me permettre de pipeter du vin. Je peux toucher? Tiens, touche. Ah oui, c'est un tuyau, oui, quasiment d'arrosage. C'est un petit tuyau d'arrosage. Oula, oulala. Là, il arôme trop. Alors, Mais mes chaussures nous sommes dans une auront situation goûté le extrêmement vin blanc. délicate. Je vous ai mis un peu de vin sur le bout des chaussures, mais ça n'a pas d'intérêt plus que ça. Allez, prenez ça. Je suis déjà saoule avant d'avoir goûté. Bon. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Bon, alors, donc déjà, le vin a fait son œuvre. C'est ça. Rien que les vapeurs du vin sur Voilà. mes chaussures Voilà. m'a achevé. Là, on est bon. Merci. Voilà. Alors là, vous allez goûter quelque chose d'un petit peu puissant, d'un petit peu jeune. Allez, je goûte. Moi aussi. Bah vous connaissez, vous trichez. Ah oui, c'est un peu fort pour moi, ça, quand même. Hein. Ah, c'est puissant, ça. C'est ça. Oui, mais justement, quand il va s'éveiller, quand il va se réveiller de son sommeil, il sera plus doux, plus suave, plus arrondi. Et là, il est un petit peu gaillard. Il n'est pas dressé encore. Il est comme l'ours qui sort de sa tanière. Il est un peu rude. Il est un peu médiéval, finalement. Il est un peu médiéval, oui, oui. Là, pour qu'il soit médiéval, il suffit juste de mettre quelques plantes dedans et on y serait là. Ce vin, auquel on ajoutait plantes et épices au Moyen-Âge, c'est l'hypocras. Un vin aussi considéré comme un remède à l'époque. Si on trinquait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge et aux travaux d'historiens sérieux sur le Moyen-Âge. Ah oui, alors ça sent vraiment fort la cannelle. Le vin des Cathares, si on le faisait comme nos bons hommes le buvaient, on n'en vendrait pas beaucoup parce qu'il serait un peu piqué. Il faudrait mettre des plantes dedans pour qu'il ait du goût, pour masquer le piqué. Et on n'aimerait pas. Voilà, on n'aimerait pas. Il y a un autre mythe, hein, à part le vin pour les Cathares, on parle d'un trésor des Cathares. Moi, j'ai décidé d'aller un petit peu... Mais peut-être que le trésor est dans nos cœurs. C'est peut-être là le principal trésor. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Merci, merci. beaucoup, Pascal. Devant toi. Allez. Oh, bah, Pongo veut rester dans la cave, dis donc. Allez. Les Cathares suscitent encore aujourd'hui beaucoup de fantasmes. Il existe une légende autour d'un trésor. Et quelques passionnés continuent à le chercher. Là, il y a un puits là, en travers du chemin. Florence est archéologue. Là, on remonte, il y a une petite Avec elle, je me lance sur la piste de ce fameux trésor cathare, dans une grotte de l'Ariège. Une grotte naturelle fortifiée par l'homme qui aurait pu servir de cache au trésor. plus haut encore. Voilà, hop, et là, tu es au sommet. Non, pousse-toi, Pongo. Tu peux te remettre debout. Mon En chien, on a fait, profité. ça monte doucement, là. Très bien. Tu peux aller tout droit. Alors, Pongo, on est bien dans cette grotte? Ah, c'est le bonheur pour toi. Alors là, on a une haute hauteur de plafond. On entend qu'il y a un bel écho. Ouais, elle est à 14-15 mètres à peu près. L'époque de gloire de ces grottes, c'est quoi? 12e, 13e siècle? 13e. Donc c'est en plein dans l'époque aussi où vivaient les Cathares. La grotte n'est pas cathare. Mais forcément, il y a des cathares qui sont passés dans la grotte, comme il y a des cathares qui sont passés dans tous les villages du secteur, hein, de toute façon. On va aller de l'autre côté. Allez, on on va est voir parti. si on peut toucher. Alors, devant nous, il y a un trou de fouille clandestine. Donc, on va tirer à droite. Ces trous de fouilles clandestines sont l'œuvre de ces fanatiques qui cherchent encore le mythique trésor. Cette histoire de trésor. Ça a dégénéré. Les gens n'ont pas lu les textes médiévaux qui sont en latin, etc., et qui racontent que le trésor, c'est bien de la monnaie, hein, donc de l'argent. Et ils ont complètement fantasmé. Donc, il y en a qui ont raconté que ça pouvait être le Graal, d'autres des textes anciens. Et donc, ils cherchent le trésor. Hein. C'est le but, c'est comme de chercher le Graal. Hein. Le but, c'est pas de le trouver, c'est de chercher. Pour Florence, cette recherche du Graal ne repose sur aucune vérité historique. Le fameux trésor n'était en fait qu'une réserve d'argent pour la communauté cathare. Ce trésor, il est passé par une grotte. Quelle grotte, on ne sait pas, parce qu'il y en a une trentaine de grottes fortifiées, donc ça pourrait être celle-là, mais ça peut être une autre qui est à 10 km. Mais il n'est pas resté dans la grotte pour qu'on le trouve au 21e, le trésor. Il est reparti au château du Sceau, puis il est reparti, a priori, les historiens du catharisme nous disent vers l'Italie, où il y avait une communauté cathare en Lombardie. Le trésor des Cathares, c'est donc bien un mythe. Mais pour les archéologues, ces grottes recèlent de nombreuses richesses, bien réelles cette fois. En fait, quand je viens dans ces sites, je regarde juste à la surface s'il y a ce qu'on appelle, nous, du mobilier.
Oui, et là, voici un tesson on de est céramique trouvé. du Moyen-Âge. Il est noir, c'est Ouais. un pot à cuire qu'on mettait sur le feu. C'est ça qu'on cherche en archéologie. Alors évidemment, ça, les fouilleurs clandestins le laissent, hein, parce que ça ne les intéresse pas. Hein. Ils pourtant, cherchent c'est un ça, trésor. finalement, peut-être le trésor des Cathares. C'est peut-être justement Ah, ça, c'est- toute ça- la connaissance qu'il nous Ça, apporte. ça, c'est vraiment la bonne époque. Hein. Donc, effectivement, c'est mon trésor à moi de cette époque-là, quoi, de l'époque où les Cathares sont passés. Bon, voilà, ce sera notre trésor à nous du Ouais. jour. Ouais. Je sais pas ce qu'on va pouvoir s'acheter avec ça, mais un peu de connaissances. Et en je tout vais, cas, c'est je vais sûr. essayer d'en trouver d'autres, hein, de toute façon. Hein. À chaque fois, j'en cherche. On peut pas s'empêcher, en fait, Comme on n'a pas de texte, hein, il faut bien regarder les vestiges. au bout de nos pieds. De ce voyage en terre hérétique, je garderai en mémoire les 800 ans d'histoire au creux de mes mains à Montségur. Le goût et le chant du pain originel de Roland. Il chante? Ah oui, il chante. Eh oui, il chante. Et la balade bucolique entre les jeunes pousses de vigne. C'est là que vous allez avoir les vins qui ont des tanins qui surprennent et puis finalement...